Bonjour, nous allons parler des troubles du rythme et en particulier des pièges que l'on peut observer chez le sujet âgé. Alors, se souvenir tout d'abord qu'un électrocardiogramme n'inscrit que 10 secondes de la vie d'un homme. Donc il est possible qu'on rate des choses, mais en tous les cas, ce que l'on observe, il faut l'analyser avec beaucoup d'acuité. On s'intéressera essentiellement aux extrasystoles auriculaires, qui ne sont pas simplement l'apanage du sujet âgé, mais qui présentent des particularités sur ce terrain. Les bradycardies, les repolarisations dangereuses qui peuvent amener à des arythmies ventriculaires, et enfin l'analyse du pacemaker, souvent négligée. Voici un homme de 77 ans qui présente un rythme régulier, mais on observe une trémulation de la ligne de base. Il s'agit d'artefacts de tremblement. Celles-ci sont pénalisantes car elles ne permettent pas vraiment de faire le rythme et d'autre part elles modifient parfois la repolarisation. Comment faire pour les atténuer ? Il faut pour cela utiliser les dérivations de Lund. Ces dérivations sont très efficaces comme vous pouvez le voir sur ce nouveau tracé qui a été fait quelques minutes après. Il suffit pour cela de déplacer les électrodes qui sont situées au niveau des poignets pour les mettre au niveau de la tête humérale, là où il y a très peu de muscles qui passent et où la peau est assez fine. Pareil au niveau des trochantères quand on prend les dérivations des chevilles. À ce niveau-là, il y a très peu de muscles et donc très peu d'artefacts de tremblement. C'est très efficace. Ensuite, voici un exemple de rythme irrégulier. Ce patient a fait un accident vasculaire cérébral, on se demande ce qui a bien pu se passer et on observe que les intervalles PP que l'on voit en bas sous forme de flèches bleues sont à 20 mm, mais que de temps en temps, cet intervalle s'allonge brusquement. Donc on a envie de penser qu'il s'agit d'un bloc, bien que cet intervalle de 36 mm ne soit pas le double exact du précédent. Pour cela, il faut bien regarder les ondes T. Voyez-vous, il existe ici, dissimulée dans les ondes T, très probablement une extrasystole auriculaire qui se laisse percevoir par la différence légère qui existe entre l'onde T précédente et celle qui contient l'extrasystole auriculaire. Cela va être beaucoup plus net dans certaines dérivations. Voyez-vous ici, on observe en D3 des extrasystoles auriculaires bien visibles qui ne sont pas présentes sur le complexe précédent, et pareil ici. Parfois on verra bien l'onde T légèrement crochetée qui dissimule une onde P. Il existe donc une extrasystole auriculaire. Cette extrasystole auriculaire est bloquée dans le nœud auriculo-ventriculaire. On appelle ça un pseudo-bloc. Et ce n'est pas une maladie de conduction, c'est donc une maladie de l'automatisme. C'est un piège. Voici une femme de 73 ans qui a des palpitations. Alors on observe des QRS larges. Donc ma question c'est, y a-t-il des extrasystoles ventriculaires ? Tout QRS large n'est pas une extrasystole ventriculaire, surtout lorsqu'elle est précédée par une activité atriale. Voyez-vous, il existe une onde P qui est négative, très probablement une extrasystole auriculaire ou alors un écho, et cette activité auriculaire entraîne un QRS précoce dont le début est très peu modifié. Vous voyez, en D2, l'onde d'air est très fine. D'ailleurs, dans chaque dérivation, le début est très peu modifié, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un bloc de branche fréquence dépendant. C'est le cycle long ici qui a favorisé, à l'occasion d'un cycle court, un bloc intraventriculaire. Il n'y a pas donc d'extrasystole ventriculaire, c'est un piège, et c'est une maladie rythmique de l'oreillette et non pas du ventricule. Voici une bradycardie chez un homme de 90 ans. La fréquence cardiaque est à 50. Ce patient est en insuffisance cardiaque. Vous êtes en droit de vous demander si cette bradycardie est vraiment appropriée et vous avez évidemment la réponse car un sujet en insuffisance cardiaque n'a pas une bradycardie à 50. Il a donc quelque chose qui empêche cette fréquence d'être normale, adaptée et appropriée. Quand on regarde ces ondes P, on observe qu'elles changent de forme sur le D2 long. Elles sont parfois normales, parfois très plates, faiblardes je dirais. Et de temps en temps, cette fréquence est modifiée, mais sans qu'il y ait de relation de proportionnalité entre ces ondes PP. Donc il s'agit très probablement d'une dysfonction sinusale, c'est-à-dire que c'est une maladie de l'automatisme sinusal, fréquent chez les sujets âgés, qui conduit à une mauvaise régularité, voire parfois des pauses, qui peuvent être responsables de chutes lorsqu'elles durent plus de quelques secondes, parfois 6-7 secondes. Donc sur cet électrocardiogramme, il faudra de toute façon dire qu'il existe une dysfonction sinusale et essayer de comprendre par les médicaments, le potassium. En tous les cas, c'est probablement une des causes de son insuffisance cardiaque. Voici un homme de 78 ans qui a une bradycardie.
il fait des chutes, parfois des syncopes, on n'est pas absolument sûr. On se demande si ces ondes P et cette bradycardie ne sont pas de temps en temps beaucoup plus graves que ça. Ce que l'on conseille, c'est de faire un massage sino-carotidien. Le massage de la carotide sous l'angle mandibulaire permet de voir ici chez ce patient que, certes, il y a une réponse vagale importante, avec une modification des ondes P sur les damiers complexes, mais ces pauses ne s'accompagnent pas de l'hypothymie chez ce patient, et que ces pauses sont inférieures à 3 secondes, il est très peu probable que ces pauses soient en rapport avec ces chutes et cette syncope. On ne peut pas parler d'hypertonie ou de maladie du sinus carotidien. Que faire d'ailleurs en cas de syncope dans la rue, entre guillemets, c'est-à-dire une syncope qu'on ne comprend pas? Quel test faire? Eh bien, un consensus a été fait en 2009. Il propose de faire un massage du sinus carotidien même après 40 ans, c'est-à-dire que c'est très tôt, en cas où une syncope est d'origine inconnue. Il faut évidemment respecter les contre-indications. Cette méthode pour l'HAS en France donc, est une méthode certaine si une syncope ou une lipothymie est reproduite pendant ou après immédiatement le massage en présence d'une pause dépassant les 3 secondes et ou une chute de pression systolique de 50 mm de mercure. Cette réponse positive permet d'établir le diagnostic de la cause de la syncope en l'absence de tout autre diagnostic. Donc il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Voici une bradycardie appropriée. Point d'interrogation. En effet, vous voyez qu'il existe une fréquence à 40 minutes, donc vous savez qu'à 40 par minute, il faut évoquer une dysfonction sinusale. Regardons à nouveau ces ondes P sur le bas. Nous voyons qu'elles sont plutôt diphasiques, légèrement positives, puis négatives. Nous voyons que des fois, elles sont irrégulières en fréquence. Donc on est en droit de se dire qu'il existe une dysfonction sinusale. Et si on regarde bien les ondes T en V2, V3, on a probablement l'explication. Ce patient a une dysfonction sinusale induite par le potassium. Il faut savoir que l'hypercalémie induit toute forme de bloc et que c'est un diagnostic difficile. Il faut toujours l'évoquer devant toute forme de bradycardie. Et vous voyez qu'ici les ondes T sont d'une aide assez faible pour nous orienter. Un troisième cas avec un homme de 85 ans qui a une dyspnée de stade 3. Donc son cœur est plutôt lent. Et quand on pointe les ondes P, on note que celles-ci ne sont pas toujours régulières par rapport au QRS. Il faut être très vigilant. Ce n'est pas forcément cette onde P ici qui entraîne ce QRS. D'ailleurs, c'est peut-être cette onde P qui entraîne ce QRS-là, mais du coup, ce n'est probablement pas le cas ici. Et d'ailleurs, cet intervalle PR se raccourcit. Il y a donc une dissociation auriculo-ventriculaire, et ceci est un rythme d'échappement. Les QRS sont dissociés, ils sont à une fréquence indépendante des ondes P. Il s'agit donc d'une bradycardie sinusale sévère, certainement d'une dysfonction sinusale, c'est-à-dire même d'un bloc sino-auriculaire 2/1, ou alors d'une dysfonction sinusale. En tous les cas, ce n'est pas approprié. On recherchera une hypercalémie et on comprend très bien que ce patient a peut-être besoin d'un pacemaker. Voici un homme plus exactement une femme de 80 ans. À nouveau, elle est en insuffisance cardiaque sous forme d'anasarque. Elle est sous digoxine amiodarone. Elle a une fréquence à 50 par minute, ce qui n'est pas normal. Cette patiente a une fibrillation auriculaire avec une absence d'onde P et un rythme irrégulier des QRS. Ce que l'on observe, c'est que les QRS sont larges. Il existe un bloc de branche, une imprégnation importante en cordarone et digoxine. Et quand vous avez ça sur un bloc de haut degré, c'est-à-dire une bradycardie associé à une fibrillation auriculaire, il faut penser à un surdosage. Donc chez le sujet âgé, toute fibrillation auriculaire lente est un BAV de haut degré, probablement toxique jusqu'à preuve du contraire. Donc arrêt des médicaments, dosage comme toujours du potassium, et on regarde ce qui se passe. Voici une fibrillation auriculaire. Cette fois-ci c'est net, mais la fréquence cardiaque, vous le savez, à 35 par minute, ce n'est pas normal. Donc il existe probablement un trouble soit de la conduction, soit un autre trouble. Et bien ici, il s'agit d'un bloc de haut degré. Il s'agit de l'équivalent d'un bloc de 3e degré. Les oreillettes ne communiquent pas avec le ventricule. Il existe un rythme d'échappement ventriculaire dissocié de la fibrillation auriculaire. Donc il s'agit d'un rythme d'échappement. Et ce patient a besoin d'un pacemaker s'il n'y a pas de cause favorisante. Alors donc, on va étudier maintenant l'électrocardiogramme plus en détail chez cette femme de 79 ans. Et vous voyez qu'on peut avoir des blocs multiples. Ici, une onde P crochetée qui signe un bloc interatrial. Ici, un PR long à 280 millisecondes. Ici, un axe hyper-gauche qui signe un hémibloc antérieur-gauche. Là, un bloc de branche droit.
Et là, vous avez deux ondes P qui sont régulières, suivies par un intervalle long qui correspond à deux intervalles PP. Donc cela s'appelle un bloc sino-auriculaire du deuxième degré. Ce patient a 5 anomalies de la conduction. Il a ce qu'on appelle une maladie de Lenègre, c'est-à-dire une maladie diffuse du tissu nodal. Vous voyez que sur 10 secondes, on aurait pu considérer que tout ça n'était pas bien méchant. En fait, cette association de troubles du rythme doit nous rendre particulièrement vigilants. Alors, à l'inverse, il existe des anomalies qui prédisposent non plus au syncope par bloc, mais par tachycardie atriale. Vous voyez, cette patiente de 72 ans fait des épisodes de FA paroxystique. Et cet électrocardiogramme a été enregistré au décours. Et on voit que les ondes P ici sont pathologiques. Vous voyez, d'une part, un aspect petit p positif-négatif, et là, un aspect biphasique plus. Cela s'appelle un bloc interatrial, probablement du deuxième ou du troisième degré quand il existe une activation rétrograde de l'oreillette. Cela prédispose au FA paroxystique. On comprend bien que chez cette patiente qui a un électrocardiogramme finalement pas très inquiétant, eh bien il puisse y avoir des troubles de conduction ou d'automatisme dans cette oreillette. Il faudra être très vigilant sur quelque chose qui peut paraître banal. D'ailleurs, voici un deuxième exemple d'anomalie qui prédispose au tachycardie atriale. À nouveau, cette onde P biphasique, et puis juste à côté, vous avez des extrasystoles auriculaires qui ont changé complètement d'aspect. On les voit bien sur le D de long. Vous voyez qu'il existe d'une part des ondes P atriales biphasiques, de bloc interatrial, et d'autre part un hyperautomatisme atrial qui a tendance à s'accélérer de temps en temps, puis à disparaître, puis à revenir. Et puis finalement, sur le tracé du bas, vous voyez qu'il existe une bouffée qui s'accélère d'ailleurs d'activité auriculaire jusqu'à disparaître. L'onde P, on ne la voit plus, et on assiste ici à une tachycardie atriale automatique. On comprend que ça soit très mal toléré chez un sujet âgé. Alors voici une dame de 85 ans, Alzheimer, qui ne se plaignait de rien, mais comme son cœur était à 120 par minute, on a fait un électrocardiogramme. Et quelque chose nous interpelle. Quelque chose nous fait penser qu'il existe une arythmie à l'étage auriculaire. Ce quelque chose, c'est la forme des ondes P. Vous voyez, en D1 et en V1, ce ne sont pas des ondes P comme d'habitude. Elles sont trop pointues ou alors un peu triphasiques en V1. Il faut évoquer non pas une onde P sinusale, mais une onde P extrasinusale, et donc un rythme atrial rapide. Cela s'appelle une tachycardie atriale focale. Donc, une tachycardie atriale focale qui ressemble un petit peu à des ondes P, ça vaut le coup d'aller faire un massage sino-carotidien pour voir ce qui se passe et notamment l'arrêter. On peut faire les massages sino-carotidiens chez les sujets âgés. Dans une méta-analyse sur 7319 patients, les guidelines nous disent que les complications neurologiques sont exceptionnelles de moins de 1 cas sur 100, c'est-à-dire 3 cas pour 1000. Bon, ça peut paraître soit un verre à moitié vide, soit à moitié plein. Quand vous massez ici la carotide de cette dame, vous voyez qu'on observe un ralentissement de la fréquence sinusale et que petit à petit, eh bien, il y a une disparition de la tachycardie qui préexistait et qu'on donne à nouveau place à un rythme sinusal qui reprend sa cadence. Donc on a bien la confirmation que c'était une tachycardie atriale et certaines d'entre elles sont sensibles au massage sino-carotidien. Voici une femme, plus exactement un homme de 84 ans qui a une insuffisance cardiaque. On a l'impression, si on regarde un peu vite, que le rythme est sinusal. C'est une tachycardie sinusale, il est en insuffisance cardiaque, tout ça paraît cohérent. Mais il faut bien regarder ces ondes P, elles sont petites là, vous voyez, et puis finalement on ne la voit pas en D1, ce qui n'est pas normal. Et puis en D3, si on les regarde bien, on a l'impression qu'il y en a deux. Donc plus on regarde ce tracé, plus on a l'impression qu'il y a deux ondes P pour un QRS, ce qui donne une tachycardie atriale à 260 par minute. Cela n'est absolument pas normal et peut être un piège si on regarde un peu trop rapidement l'électro. Voici une dame qui a fait des convulsions à domicile la nuit. Donc comme elle a un cancer traité, on pense d'abord à des métastases. On vérifie le potassium parce que son électrocardiogramme est anormal. Mais en fait, il faut bien le regarder, ces électros, parce que c'est lui qui est responsable de ces convulsions. Alors, comment ? Eh bien, il faut, je vous rappelle, en dehors de l'anomalie des QRS que vous voyez ici, mesurer le QT. Et pour cela, prendre la dérivation la plus longue, où on voit le mieux, à la fois le début du QRS et la fin de l'onde T. Ici, j'ai choisi environ V3, V2. Et quand on met des lignes verticales, on se rend compte que le QT est à 540 millisecondes pour une fréquence à 75. Donc si on rapporte ce QT à sa fréquence de 60, on voit bien qu'on a ici un QTC à 600 millisecondes, ce qui est vraiment dangereux chez une femme âgée, et expose au torsade de pointe.
Il s'agissait d'un Takotsubo avec une cardiomyopathie de stress et intervalle QT long. Donc tout ça, on le comprend mieux quand on analyse plus longuement les tracés. On peut voir que sur les secondes qui suivent, de temps en temps, on observe des torsades de pointe. Vous voyez que la mesure du QT est indispensable en cas de convulsion chez une femme ou chez un homme, quel que soit son âge. Voici à propos de la mesure de l'intervalle QT, chez cette femme de 75 ans, un autre aspect du QT un peu curieux. Vous voyez qu'ici, vous avez en V2, V3, une surface sous la courbe et on a l'impression que tout ça est un QT très pathologique. C'est pas vraiment un sus-décalage, c'est plutôt une anomalie du segment STT. Alors, quand vous le comparez à un segment STU normal, on voit bien que c'est fondamentalement différent. On voit bien que la surface sous la courbe de T et de U qui sont symbiosées sont anormales. Il faut mesurer le QT chez cette personne en englobant l'onde U, et à ce moment-là, on a un QT à 520 millisecondes. 520 millisecondes pour une fréquence cardiaque à 60, cela fait, selon les formules, un QTC à 530 millisecondes. Là, je vous ai mis une formule qu'il est facile d'avoir sur soi et même à mémoriser. On voit bien que ça fait 530 millisecondes et c'est très fiable. Alors sur ce tracé, pourquoi les QRS s'affinent brutalement? Vous voyez que cet homme de 67 ans est insuffisant cardiaque chronique. On peut s'interroger sur ces QRS. Il n'y a quasiment que des ondes Q en V2, V6. Il y a encore des ondes Q ici. Donc on se dit qu'est-ce qui se passe. Et puis là, on voit en plus un affinement brutal des ondes P. Donc quand c'est comme ça, un QRS avec un aspect initial très descendant, crocheté, retardé, avec des ondes Q comme ça, il faut se poser la question des pacemakers, vous voyez. Mais il faut le savoir que cela peut être un pacemaker, car maintenant, les spikes de pacemakers sont beaucoup plus difficiles à voir qu'avant. Il faut quasiment les anticiper sur un QRS à 150 millisecondes avec des axes comme ça, très curieux. Et on se rend compte qu'ici, ce pacemaker a disparu. Là, l'onde P va être complètement entraîné, va être attendu, va être capté, et le QRS va être celui du patient. Un QRS d'ailleurs un peu anormal, avec un bloc incomplet droit, une onde d'air rabotée, mais il n'y a quasiment plus de spike là. Ce patient a un phénomène de préservation de la pile. De temps en temps, la pile elle se ralentit, et on regarde un petit peu ce qui se passe, et le PR peut s'allonger sans que ça soit une anomalie du pacemaker. On appelle ça une fonction d'hystérésis sur un pacemaker. L'essentiel, c'est de retenir que le pacemaker est un aspect troublant chez le sujet âgé qui peut faire croire à des blocs de branches dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas le cas, il faut bien apprendre à reconnaître l'aspect d'un stimulateur cardiaque sur un ventricule. Alors, les ventricules maintenant, souvent dans les stimulateurs cardiaques triple sonde, ont une troisième électrode qui est placée à la pointe du ventricule gauche, plus exactement au bout du sinus coronaire, un sinus veineux au bout duquel on met une troisième sonde, et on comprend bien que quand ces deux électrodes se contractent ensemble, cela permet une meilleure resynchronisation du VG par rapport au VD et une meilleure contraction. Et le spike résultant est plus faible que quand on utilise un spike qui provient du boîtier et qui doit arriver jusque-là. Alors ça se traduit, pas toujours, par des petits spikes. Ici, vous voyez que c'est un stimulateur cardiaque et souvent on est un peu inhibé. Alors qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Vous voyez ces grands spikes, mais cela ne doit pas vous arrêter. Vous devez vous demander s'ils sont bien adaptés, ces spikes. Moi, je trouve qu'ils sont un peu précoces par rapport au QRS précédent. Regardez, on est à des fréquences de 150. Celui-ci également est trop précoce, une fréquence de 140 à peu près, et là vous êtes même à plus que 150, c'est à du 220, donc il est certain que ce pacemaker n'écoute pas, il a un défaut de détection du spike précédent de temps en temps, c'est fréquent souvent avec la respiration quand les sondes se déconnectent ou quand le seuil est mal réglé, quand les sondes sont plus à la pointe du ventricule avec la respiration par exemple. Eh bien vous avez des spikes inappropriés. Cela peut être très dangereux si on tombe sur une période vulnérable de la repolarisation ventriculaire, et cela peut donner des arythmies graves. Donc évidemment, ce patient doit être resynchronisé en milieu spécialisé. Voilà, donc nous avons vu un certain nombre d'aspects difficiles chez le sujet âgé. Tout d'abord, les tremblements, la bradycardie inappropriée, le massage sino-carotidien et son intérêt dans les syncopes, des extrasystoles auriculaires, l'aspect de pseudo-bloc ou alors de tachycardie atriale, l'aspect de tachycardie atriale pseudo-sinusale,
l'importance de mesurer le QT et l'importance de regarder comment le pacemaker fonctionne sans être soi-même inhibé. Voilà, je vous remercie. D'autres informations complémentaires sont toujours possibles pour revoir des images ou apprendre les définitions, soit en haut sur l'électrocardiogramme de A à Z, qui est téléchargeable par internet, voilà, c'est un livre. Le format web pour vous donner des définitions et des images et des quiz et des newsletters. Et enfin, vous pouvez retrouver d'autres vidéos de cours sur YouTube. Il suffit de taper Taboulé ECG.